Place au parti pris. Nous rejoignent Routel Krief pour la politique, Pascal Perry pour l'économie, Abnouch Chalmani pour l'international. Bonsoir à vous trois. Et c'est vous qui commencez, Route, avec ce scandale. Scandale dans les manuels scolaires. C'est-à-dire une sorte de voix officielle qui doit s'exprimer pour élever, pour éduquer les enfants. Ce scandale est né à bas bruit, et puis il a fait boule de neige, jusqu'à remonter au sommet de l'État. Il s'agit d'un manuel Hachette, et il s'agit de évoquer ce qui s'est passé à Gaza. Et vous dites oui, c'est un scandale, ça a fini par exploser. On connaissait le révisionnisme sur la Shoah, mais il était clairement combattu. Et en tout cas, il n'atteignait pas les livres scolaires. Depuis quelque temps, on assiste à une forme de révisionnisme sur les crimes du 7 octobre, qui se sont déroulés en Israël, à la frontière avec Gaza. On voit même des tentatives de les justifier à la lueur des crimes de guerre de Gaza, comme une forme de post-lecture des faits, comme une forme de relecture de l'histoire. Alors voyons ce dont il s'agit. C'est un manuel scolaire chez Hachette, vous l'avez dit, qui a édité ces phrases en octobre 2023, à la suite de la mort de plus de 1200 colons juifs. Lors d'une série d'attaques du Hamas, Israël décide de renforcer son blocus économique et d'envahir une grande partie de la bande de Gaza, entraînant une crise humanitaire de grande ampleur dans la région. Voilà donc des lignes éditées dans un manuel de révision du baccalauréat pour des lycéens qui doivent apprendre par cœur ces lignes-là précisément. Alors vous l'avez dit, ça a ému jusqu'au plus haut sommet de l'État, parce que le président Macron a condamné ce qu'il a appelé une falsification de l'histoire. Un manuel de révision du baccalauréat qui falsifie les faits, c'est intolérable. Le révisionnisme n'a pas sa place dans la République. J'ai demandé au gouvernement de prendre des mesures. Et la ministre Aurore Bergé a donc saisi l'éditeur et le groupe Hachette a annoncé le retrait des passages problématiques et même le retrait des manuels concernés. La maison d'édition a présenté ses excuses. Jean-Luc Lagardère lui-même, Arnaud Lagardère, lui-même l'a fait, a déclaré comprendre l'émoi suscité par ces lignes et l'a annoncé une enquête interne. Il y a plusieurs responsables politiques qui ont réagi et je voudrais qu'on regarde la réaction de Nathalie Loiseau, la députée européenne Horizon, parce qu'elle a touché juste. Elle a dit, il paraît que les éditeurs ont tous des sensitivity readers pour s'assurer que les contenus ne risquent pas de choquer les lecteurs. Alors vous savez ce que c'est? Ce sont des gens qui sont chargés, en fait, de censurer parfois, mais surtout de vérifier. C'est un comité de relecture. Voilà, de vérifier qu'il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas complètement fausses ou qui, en tout cas, peuvent choquer. Et là, c'est plus que ça, si vous voulez. On a en gros une phrase. Ils étaient en vacances. Qui désigne des victimes comme des colons juifs. On va revoir l'extrait peut-être, parce que c'est vrai qu'il faut notamment relire cette première phrase. À la suite de la mort, ils sont morts. Ils sont morts, alors peut-être qu'ils ont été malades. À la suite de la mort de plus de 1200 colons juifs, lors d'une série d'attaques du Hamas. Juifs pas israéliens. Qui n'étaient même pas colons, puisque c'est des gens qui vivaient dans des Ils vivaient en Israël. Ils vivaient en Israël, tout simplement. Voilà, donc de quoi il s'agit? Moi, je vais vous dire, j'ai retrouvé 2 ou 3 descriptions des événements. J'ai repris un petit texte du journal La Croix. Moi, j'aurais préféré lire le 7 octobre 2023, des terroristes du Hamas lancent une attaque, baptisée Déluge al-Aqsa, s'infiltrent en Israël depuis la bande de Gaza. Ils se livrent à des massacres dans les localités frontalières, un festival de musique. On fait 1200 morts côté israélien, 251 otages sont emmenés. C'est l'attaque terroriste la plus meurtrière connue par Israël. Israël riposte quelques jours plus tard par des bombardements massifs dans la bande de Gaza, soumise à un siège complet, en supprimant l'approvisionnement en nourriture, eau potable, gaz et électricité. L'armée israélienne exhorte les habitants à évacuer vers le sud. Les populations sont soumises à de nombreux déplacements. Le bilan de cette guerre s'élève à plusieurs dizaines de milliers de morts, dont une partie de membres du Hamas, mais une partie de civils et d'enfants. Ils ont été et sont encore victimes d'une crise humanitaire particulièrement grave. La reconstruction s'annonce difficile et longue. J'aurais pu continuer et redonner un certain nombre d'éléments factuels, comme le fait qu'il n'y a pas de mot, le mot génocide n'est pas utilisé par la Cour pénale internationale, que les otages sont revenus qu'à moitié massacrés, qu'ils ont subi des sévices terribles, qu'évidemment il y a eu des victimes palestiniennes et que c'est une tragédie. Vous voyez, les faits en gros, les faits. Et pour les jeunes les otages, les viols,
Bon, les tortures. C'est vrai que, par exemple, ce qui est frappant, c'est que dans la presse française, mais généralement, les témoignages bouleversants des otages n'ont quasiment... Enfin, ils ont été donnés un peu au début, mais par exemple, tous ceux qui sont rentrés après le cessez-le-feu n'ont pas été tellement racontés. Et il y a des viols répétés. Bon. Ce que je veux dire, c'est que il faut... Non, mais là, pour un manuel scolaire, c'est vrai que c'est particulièrement saisissant. Il faut être complet, c'est ça que je veux dire. Et il faut aller jusqu'au cessez-le-feu fragile qui a été conclu, jusqu'au fait que l'Europe, il y a un certain nombre de pays européens ont reconnu un État palestinien pour essayer d'avoir 2 États. Enfin, il faut donner des faits. Alors, les questions se bousculent. Premièrement, qui a écrit ce résumé lapidaire et fallacieux? Il y a des gens qui connaissent l'auteur. Qui l'a relu surtout? Personne n'a été choqué. Est-ce qu'un professeur d'histoire a pu, à travers ces quelques phrases, transmettre ses propres convictions? Et du coup, quelle confiance avoir en ses professeurs, en ceux-là en tout cas? Est-ce qu'on ne doit pas attendre d'un enseignant de ne pas s'approprier le narratif des belligérants? Le problème, qu'on entend là, c'est qu'en gros, Israël n'a pas de légitimité comme État reconnu, alors que c'est un État reconnu par l'ONU, et dans le langage des décoloniaux, c'est l'archétype du pays des colons. Bon, c'est ce que Rima Hassan répète. Important, même quand on ne parle pas des territoires occupés. C'est ça, on parle là de la région qui est à l'intérieur de l'État israélien reconnu comme tel. Mais sauf que c'est ce que Rima Hassan répète sur tous les tons, de la rivière à la mer. C'est pas d'État d'Israël, c'est pas 2 États, c'est un seul État palestinien pur. C'est ça que ça veut dire. Et puis, alors moi, ce qui m'inquiète beaucoup, et pour conclure, c'est est-ce qu'une génération entière d'enseignants et d'étudiants vont être influencés par ce discours et vont reproduire dans les années qui viennent ce discours complètement unilatéral? Est-ce que on a vu une bonne réaction du gouvernement, de l'éditeur, mais est-ce qu'il faut s'habituer à la banalisation de ce révisionnisme? L'histoire de cette région est tellement complexe, tellement semée de violences, de combats, de drames. Il est nécessaire que les professeurs d'histoire soient précis et honnêtes dans leur travail. Et sans doute que les éditeurs se dotent d'un comité de relecture absolument crédible, indépendant et insoupçonnable. Parce que sincèrement, je crains que malgré la vigilance des parents et des institutions, les dérapages ne soient pas évités. Parce que, j'ai oublié de le dire dans le texte que je vous ai reproposé comme alternative. À l'occasion de cette guerre, une vague d'antisémitisme sans précédent a déferlé sur tous les pays occidentaux. Ça aurait pu être aussi écrit. Pascal, votre parti pris économique, on a fait état hier, ici même d'ailleurs, des chiffres de la natalité avec cette première historique pour le coup, on peut le dire, le nombre de naissances inférieur au nombre de décès, le solde naturel négatif, on peut alors là éditorialiser pendant des heures sur les causes de cela, mais vous dites, oui, l'immigration est une chance. Mais l'immigration est une chance, mais, parce qu'il y a un mais. Moi, il n'y a aucune considération ou culturelle ou ethnique dans ce que je vais vous dire, je vais vous parler de chiffres. Et je pense que la vérité, elle est toujours dans les chiffres. L'immigration serait une chance pour la France si elle était correctement orientée. Et comme souvent, donc, regardons les chiffres. Je vais vous donner ce premier élément. L'écart entre le volume de jeunes qui rentrent chaque année sur le marché du travail et les demandes de postes à pourvoir, il y a un écart de 100 000. C'est-à-dire, autrement dit, si vous voulez, il nous manque 100 000 actifs chaque année. Des actifs pour travailler, pour occuper des postes qui sont à pourvoir. Et c'est un déficit annuel dont je vous parle, qui vient se stocker, qui vient s'agréger. Il y a un phénomène d'empilement, et donc, à la sortie, vous allez avoir, dans les années qui viennent, plusieurs centaines de milliers d'emplois non pourvus parce qu'il n'y aura pas suffisamment d'actifs. Si on s'en tient à la situation de la démographie française aujourd'hui. Alors, il y a 2 solutions. Voilà. Soit 3 millions de chômeurs catégorie A. Vous prenez les chômeurs de catégorie A et vous leur dites, écoutez, maintenant on discute plus, vous allez prendre ces jobs. Même si ça ne correspond pas à votre qualification, même si c'est pas juste à côté de chez vous. C'est ce que veut faire le Rassemblement national. C'est la promesse, aujourd'hui, mettre les gens au boulot. Bon, socialement et politiquement compliqué. Soit... Compliqué ? Oui, c'est compliqué parce que il y a des règles, il y a des organisations syndicales qui vont s'y opposer, et puis les chômeurs ont des droits. On ne peut pas, c'est une assurance, rappelons-le, on ne peut pas les contraindre de prendre un boulot. Aujourd'hui, on ne peut pas les contraindre de prendre un boulot dont ils ne veulent pas. On n'est pas allemand. Les Allemands font ça, hein.
on pourrait le faire aussi en France. Ça, c'était la première option. Je l'écarte pour le moment. La deuxième option, c'est importer de la main-d'œuvre manquante. Pour les raisons que vous avez évoquées, le solde naturel du pays est désormais dans le rouge, c'est-à-dire qu'il y a plus de décès que de naissances. Et bientôt, dans ce pays, il y aura plus de personnes de plus de 65 ans que de personnes de moins de 25 ans. Conclusion d'une spécialiste de la question, démographe, c'est un entretien qu'elle donne ce matin au journal Les Échos. C'est une rupture. Cela signifie que la population française ne peut plus croître que par l'immigration. Ne peut plus croître que par l'immigration. Je vous donne là aussi 3 tableaux et vous allez vous faire une opinion. Il y a en France 7,7 millions d'immigrés, dont 6 millions d'étrangers, 2,6 ont acquis la nationalité française. Maintenant, on regarde la structure, la distribution de l'immigration en France. J'ai pris l'année 2024, ce sont des chiffres de vie publique, 2024 pour la délivrance du premier titre de séjour. Pour le travail, 58 000. Pour la famille, 90 000. Pour les étudiants, 110 000. Et pour des causes humanitaires, 54 000. Vous ajoutez à ça que le taux d'emploi des étrangers en France est de 62%, alors qu'il est de 70% pour les natifs, et vous comprenez qu'il y a un vrai problème. Le vrai problème, c'est que nous avons en France une immigration plutôt familiale, qui consomme, je le dis de façon très directe, qui consomme des prestations sociales, là où le pays aurait besoin aujourd'hui d'actifs qui payent des cotisations sociale. C'est-à-dire qu'on a une immigration qui ne rapporte pas suffisamment sur le terrain de l'emploi. Donc l'immigration, pour répondre à votre question, elle peut être une chance quand elle apporte sa contribution à la caisse de communauté, et ça n'est pas toujours le cas chez nous. Il y a bien une solution, c'est celle des pays d'Europe du Nord. Moi, je regarde avec beaucoup d'intérêt ce que fait Mette Frederiksen, qui est la première ministre du Danemark. Social-démocrate. Socialiste. En réalité, c'est le socialisme d'Europe du Nord, si vous voulez. Le maintien de l'État-providence. C'est-à-dire que c'est un pays extrêmement social, protecteur des droits des chômeurs, il y a un droit du travail qui est complexe et là aussi protecteur, mais une politique d'accueil des étrangers, des immigrés, fondée, 1, sur la connaissance de la langue, 2, sur les besoins de production, avec des quotas et une sélection qui est fondée sur des critères rationnels. Mais voilà dans quelle direction, selon moi, il faut s'orienter. Et chez nous aussi, ce serait tout aussi tabou que ce que vous évoquiez à propos de l'Allemagne, c'est-à-dire d'orienter ceux qui sont sans emploi vers les emplois disponibles. Vous savez ce que ça produira ? Ça produira un renforcement de la situation qui prévaut aujourd'hui, entre 6 et 900 000 clandestins qui travaillent, et donc une solution qui n'est satisfaisante ni pour les immigrés, ni pour la République, ni pour les caisses de la sécurité sociale. Conclusion, peut-être qu'il faut revoir certains tabous. Et tranquillement, non, c'est votre conclusion. C'est mon avis. Mon avis, c'est qu'il faut s'orienter vers le modèle d'Europe. Il faut parler de quotas, il faut parler de rationnement, il faut parler de choses sérieuses. Regardez quels sont les métiers qui ont besoin de main-d'œuvre aujourd'hui. Inciter, pousser les chômeurs à aller vers ces emplois. C'est pour ça qu'une réforme de l'assurance chômage est absolument indispensable. Et puis choisir l'immigration. Après tout, attendez, c'est pas un scandale de le dire. C'est pas facho de dire que chaque pays a le droit de maîtriser ses frontières et donc de maîtriser aussi les flux migratoires. Abdous, votre parti pris international, est-ce que je peux d'abord montrer votre article dans Le Point ? Oui. La une du Point cette semaine, la liberté ou la mort, l'héroïsme des Iraniens contre les mollahs, la voilà. Et votre article, donc, qui ouvre ce dossier, bientôt je danserai avec mon cousin homosexuel à Téhéran. Ouais. Et le sous-titre de votre tribune, de votre déclaration de foi, c'est « Chassé d'Iran à l'âge de 8 ans, l'écrivain et éditorialiste au Point retrouve l'espoir ». C'est bouleversant. Donc je tenais simplement à rappeler cela, parce qu'il y a une dimension évidemment personnelle dans l'actualité que vous vivez en ce moment. Mais vous vouliez nous parler ce soir d'une Europe qui pour vous est complètement absente
des événements. Oui, je suis un peu colère et trahison. On va commencer par regarder une carte toute simple, c'est la carte du monde. Et là, vous tous, je vous demande de la regarder et de me dire où est-ce que l'Union européenne a encore une importance et de l'influence. Vous avez 2 secondes parce qu'on n'a pas assez de temps. Eh ben, nulle part. Ça règle le problème. Nulle part. Petit à petit, elle s'efface de partout. Ah si, peut-être là, en Asie, pas loin de la Russie, peut-être en Azerbaïdjan. Vous vous souvenez, en juillet 2022, Ursula von der Leyen est allée signer un contrat gazier pour compenser la perte du gaz russe. Mais attendez, on parle bien de l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan, c'est un des pays satellites de Nursultan Erdogan. Ah oui. Et puis il y a eu en 2021 un rapport de l'Union européenne qui nous expliquait une alliance entre le Qatar et la Turquie pour renforcer le soutien aux frères musulmans en Europe pour nous affaiblir. Vous êtes un peu dur, Abnous. On a quand même des accords de coopération. J'ai pas fini. Juillet 2022, on signe ça. Et en septembre 2023, eh bien, l'Azerbaïdjan lance une offensive militaire de 24 heures qui a conduit à l'exode de 100 000 Arméniens, 99% de la population du Haut-Karabakh. Et on est d'accord que cette expulsion massive a été qualifiée de nettoyage ethnique par le Parlement européen. Et alors, rien. Mais rien. Alors, je rappelle pour les distraits que l'Union européenne se présente comme championne de l'état de droit et des droits humains et que, de toute évidence, elle traverse une sévère crise de crédibilité, impuissance stratégique, contradiction morale. L'Europe a abdiqué toute ambition géopolitique au profit d'une diplomatie de communiqués mignons comme des chatons qui n'ont aucune conséquence. Il suffit sincèrement, par exemple, de regarder non mais comme ça par hasard, par exemple regarder en Afrique. En Afrique, il se passe quoi ? Il se passe qu'il n'y a plus du tout d'Europe. C'est les Chinois et les Russes qui ont pris la main. Les Chinois qui s'occupent des grands projets d'infrastructure, donc tout ce qui est pont, tout ce qui est électricité, etc. Je crois que ça se monte en 2022 à peu près les échanges commerciaux sino-africains à 260 milliards. Et puis la Russie, la Russie c'est l'option militaire. Donc ils sont au service des gouvernements. Et en échange, ils prennent quoi ? De l'or, des diamants et des positions stratégiques. Et là, au fur et à mesure, et c'est effectivement la France, il y a absolument plus d'Europe, absolument nulle part. Et vous vous souvenez, le Nigeria, il y a quand même eu 7200 morts chrétiens nigérians les 222 premiers jours de 2025, ce qui fait une moyenne de 32 morts par jour. Silence total dans toute l'Europe. C'est les États-Unis, c'est Trump qui a décidé d'attaquer le 25 décembre des positions de l'État islamique au Nigeria. Et puis après, toujours aucune réaction. C'est extraordinaire. L'État islamique et Al-Qaïda grignotent tout au Sahel, mais on est encore absolument aux abonnés absents. En Amérique latine, c'est intéressant, on en parle beaucoup en Amérique latine, où quand même l'Europe est devenue le premier débouché pour la cocaïne d'Amérique latine, puisque le marché américain est tout simplement saturé. 70% des saisies de drogue ont lieu dans les ports de l'UE. Alors, aucune stratégie européenne. Alors c'est formidable parce que les leaders européens et latino-américains ont discuté de la crise de la cocaïne en Europe lors d'une réunion de 2 jours en Colombie en 2025. Mais alors, zéro action coordonnée, rien du tout, tout est parti dans le vortex. On a aussi le que vénézuélien, ça j'adore, parce que je vous rappelle que le 19 septembre 2024, le Parlement européen, avec 309 voix pour, 201 contre et 12 abstentions, a reconnu Edmundo González Urrieta comme président légitime et démocratiquement élu du Venezuela. Il est exilé en Espagne. Et là, quelque chose qui m'échappe, dans le débat européen aujourd'hui, alors que Maduro est tombé et que le chavisme est toujours en place, le nom d'Edmundo González est à peine mentionné. Donc, on fait quoi ? Rien. Et puis la monarchie, c'est le pompon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Alors là, c'est silence. De toute façon, les mollahs, ça fait quand même bien longtemps qu'ils ont compris qu'il n'y avait que les États-Unis qui comptaient, que l'Europe n'avait aucune importance. Et là, cette excuse sortie de nulle part des Français de dire « Ah non, mais on y va mollo parce qu'on a 2 étages retenus ». Dans l'ambassade de France, parce que les mollahs vont s'amuser à entrer dans l'ambassade de France. Là, c'est quoi ? 100% de chance pour se faire bombarder par les Américains. C'est comme donner un cadeau à Trump. Donc franchement, une excuse aussi bête, et je pèse mes mots, c'est extraordinaire. C'est quoi ? C'est une diplomatie performative sans aucune conséquence. On a quand même vu Zelensky, et là, en Ukraine, on débloque un emprunt de 90 milliards, dont 60 milliards pour des commandes militaires, 30 milliards pour le gouvernement ukrainien. À peu près 20 ans, et entre-temps, les Russes auront... Et eux, ils s'en foutent. La Poutine,
Poutine, de condamner des soldats, de les faire sortir de prison, de les envoyer, de prendre toutes les populations pauvres, tous les déshérités, les envoyer sur le front et de faire de la chair à canon. On s'en fout. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que face aux Américains, on fait rien. Question de l'Ukraine, un peu. Ouais. Et que le reste, on n'a plus que ça. Et que le reste n'existait pas. Et on se demande à quoi elle sert, qu'est-ce qu'elle pourrait faire. Et évidemment, sur l'Iran, c'est une très surtout de tout ce que je vous ai donné comme exemple. Dites-moi, à part de regarder ses mains se couvrir de sang, elle fait quoi l'Europe? C'est de réunir des protestants et des catholiques, des buveurs de vin, des buveurs de bière, des latins, des nordiques. C'est compliqué. Ouais. Ouais, c'est compliqué, mais il faut faire un effort, il faut se restructurer si on veut avoir une puissance géopolitique, parce que là, on ne sert à rien. Merci à vous trois pour ces partis pris. Merci à vous de nous avoir suivis.